Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Fight! Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté, bien sûr Dans la cage, votre balado-diffusion dédiée exclusivement aux arts martiaux mixtes. Pat, comment ça va? Très bien. Et toi, mon Ben? Ça va très bien. Déjà, Pat, Yes. notre dernier épisode de l'année 2020, une année assez mouvementée pour nous personnellement, pour la planète au complet et pour l'UFC aussi. Ouais. Donc, beaucoup de sujets. On termine ça en plus en beauté avec du côté de l'UFC. Gros événement qui a eu lieu ce samedi. Honnêtement, une carte superbe, l'UFC 256. On fait le tour de tout ce qui s'est passé. Et on termine ça avec un gala gratuit présenté, bien sûr, sur les ondes de RDS ce week-end. On va mettre la table aussi. Revenir sur l'UFC 256, ça va nous prendre un certain temps parce que, comme je le disais, il y a eu 10 combats et je pense que les 10 ont été vraiment incroyables. Il n'y a pas un combat qui nous a laissé sur notre appétit. À commencer, bien sûr, Pat, par la grande finale de Deiveson Figueiredo contre Brandon Moreno. Par où commencer? Un des combats de l'année, un combat rempli d'action et un combat qui se termine par une nulle majoritaire. On ne voit pas ça souvent, surtout en combat de championnat. Ce qui veut donc dire que Deiveson Figueiredo demeure le champion, même s'il n'a pas été 100% convaincant. Là. Ben, pas été. Je veux dire, ça a été un combat vraiment dur pour les deux combattants. Moreno qui utilisait même quasiment plus sa main gauche à la fin, je pense qu'il s'est blessé à l'épaule. Cinquième round, écoute, on va revenir en pointage des juges, là, parce que, OK, Chrissy n'était pas là, mais il y a un juge là-dedans qui l'a manqué, qui a donné le cinquième round à Moreno, pendant que le cinquième round, il ne s'est rien passé, mais il y a eu Uchimata à la fin de la part de Figueiredo qui il gagnait le round. Là. Donc, si le juge avait donné ce cinquième round-là à Figueiredo gagnait le combat par décision. Malgré qu'il a perdu un point de pénalité pour un coup exact. bas en plus. Donc, ça a joué aussi dans la décision, dans les pointages finaux. Contrepartie, c'est que le premier juge, lui, il a donné seulement le round 4 à Moreno, ce qui ne fait pas de sens. Donc, tu sais, ça va des deux côtés là-dedans. Il reste que oui, tu as raison, ça a été un des meilleurs combats de l'année. Je pense qu'il ne sera pas le combat de l'année pour la simple et bonne raison qu'au cinquième round, ça a été très, très calme, ça a stallé, comme on dit en bon québécois. Ça a comme... Le pace a vraiment ralenti. Quand on pense au combat de l'année, on pense... On a senti, excuse Pat, au cinquième round, en fait, on a senti le fait que les gars avaient fait 2 coupes de poids difficiles en l'espace de 3 semaines. On sent que là, l'énergie était vide, la tank était vide. Là. Ouais, je comprends, mais écoute, les 4 premiers rounds, ça n'a pas arrêté. Là. Ça a été, le pace a été vraiment, vraiment haut. Puis moi, ce que je retiens de ça, c'est que ça fait 2 main events de suite que c'est un des combats des poids mouches. Et ça fait, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que les partisans ont été tellement excités par un combat de poids mouche. Ça fait des années et des années. C'est la première fois depuis 2004 et 2005 seulement qu'il y a un combattant qui fait les frais de la finale. Deux pay-per-view de suite. Le dernier coup, c'était Tito Ortiz, UFC 50-51. Là, c'est Figueiredo. 2 suites, mais c'est les poids mouches. Ça, cette catégorie de poids-là, l'année passée, on pensait qu'elle était disparue, ça n'existerait plus. Là. Fait que, pour vrai, là, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Ces gars-là, encore une fois, ils ont livré la marchandise. Brandon Moreno est la trempe des champions du monde. Je pense qu'il va l'être un jour. Il est encore jeune. Il a beaucoup, beaucoup de talent. Le problème, il va falloir qu'il travaille un peu sur sa force de frappe. Je pense qu'il n'est pas assez puissant quand il touche la cible. Mais quel combat entre les deux. Vraiment, là, on n'a pas été déçus. Quelques points, là, pour revenir sur le pointage des juges, c'était un juge qui a donné 48-46 en faveur de Figueiredo et 2 autres 47-47. Pour ça qu'on parle d'un combat nul majoritaire. Dans cette situation-là, le champion garde sa ceinture.
sa ceinture. Tu parlais de Tito Ortiz, qui est le dernier combattant à avoir fait la finale de 2 pay-per-view consécutifs. Mais il y avait quelques mois là, entre les deux. À l'époque, en 2004, on parle de 15 ans, il n'y avait pas des combats, il n'y avait pas des galas à toutes les semaines et des pay-per-view à tous les mois. Là, on parle de 3 semaines entre les deux finales. C'est extrêmement dur. Puis, vous avez beau dire, Figueiredo et Moreno, le 3 semaines, ils se sont débarrassés de leurs adversaires assez rapidement. Les deux au premier round, si je ne me trompe pas. Les deux, ça a été par rapport parce que les coupes de poids, surtout peut-être pour un gars comme Figueiredo qui est assez imposant là, pour un 125 livres. Lui, c'est difficile d'ailleurs. Il a même été hospitalisé là, la veille de l'UFC 256. Il y a eu des problèmes à la coupe de poids. Il n'était pas à 100% pour le combat. C'est d'autant plus impressionnant sa performance là aussi. Là. Ouais, puis c'est un gars qui reprend beaucoup de poids quand même. Il avait dit que dans le combat face à Perez, il est à 143 livres. Là, vous allez me dire, ouais, mais les combattants, ils reprennent ça à peu près 15-18 livres. Là. Peut-être, mais pas des poids mouches. OK? Des gars, peut-être des poids moyens, des milos, même des poids mi-moyens, mais des poids mouches, c'est pas supposé couper du poids comme ça. C'est très rare. Ce qui fait que c'est un gros bonhomme. Il a remonté peut-être à 150 livres après le combat face à Perez. Un autre coupe de poids pour faire 125 livres. Il l'a réussi. Les deux l'ont réussi. Ils nous ont donné un spectacle assez incroyable. Puis oui, on l'a su après qu'il y a eu des problèmes au niveau de la digestion, au niveau de santé. Là. Il est resté à l'hôpital jusqu'à 2 heures du matin. Il a réussi à faire une performance comme ça, pareil. C'est assez impressionnant. Puis j'ai dit que Moreno allait devenir champion du monde un jour. Mais Figueiredo va être très difficile à tasser de là. Ça va être difficile. Oui, effectivement, parce que Figueiredo, en plus d'avoir le talent, il a la force de frappe. Il peut faire vraiment la différence dans cette division-là des 125 livres. Et puis là, tu parlais tantôt du combat de l'année potentiel. Je suis d'accord avec toi. Là, peut-être le 5e round va faire en sorte que ce ne sera pas considéré, mais il ne faut pas oublier, et ça semble être dans une autre vie, là, mais le combat entre Joanna Jędrzejczyk et Weili Zhang, c'était en 2020 aussi. Février ou début mars, là, juste avant la pandémie. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça fait 3 ans, là, mais ça c'est le combat de l'année. Là, et pratiquement impossible à déloger. Là. Il aurait vraiment fallu que ce soit sans arrêt pendant 5 rounds, celui de cette fin de semaine, pour déloger ce combat-là. J'ai regardé les statistiques. 137-132 pour Figueiredo au niveau des coups significatifs pour vous montrer à quel point ça a été serré le combat. Il y a eu 4 amenés au sol pour Moreno et 2 seulement pour Figueiredo, mais la grosse à la fin du 5e round qui a peut-être fait une différence. Pat, est-ce que tu vois une revanche tout de suite dans les cartes? Je pense que c'est ce que Dana White veut. On va laisser peut-être un peu de temps, là, cette fois-ci, quelques mois aux deux hommes pour se remettre sur pied, mais est-ce que tu entrevois une revanche dans les premiers mois de 2021 ou tu penses que Cody Garbrandt va avoir sa chance contre Figueiredo? C'était ça le plan A initialement au mois de novembre. Ouais. Ben là, Garbrandt lance des défis à Henry Cejudo, ses réseaux sociaux là, à tour de bras. Fait que je sais pas ce qu'il veut, là, premièrement, Cody Garbrandt. Mais moi, je pense que Moreno... Il veut faire de l'argent. Il essaye d'apprendre c'est sûr. Mais je pense que Moreno mérite un combat de championnat du monde, une revanche immédiatement. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Reste à voir, c'est une question de business. On pensait peut-être que Garbrandt était plus vendeur que Moreno. Mais avec ce combat-là, je pense que là, on vient d'effacer ça. Je pense que tout le monde veut voir un combat revanche avec des gars qui sont préparés, une vraie préparation, pas juste 3 semaines. Et ça pourrait être encore un des meilleurs combats de l'année, ça c'est sûr, parce qu'on a vu les deux comment sont bons, comment sont explosifs, une excellente condition physique. Je pense que Moreno a gagné sa place pour avoir un combat revanche immédiatement. Puis de toute façon, Garbrandt, on nous a dit qu'il n'était pas prêt avant mars. Alors que moi, je verrais un combat revanche au mois de février peut-être. Peut-être même au mois de mars, mais je serais déçu si Garbrandt passerait avant Moreno pour avoir un combat de championnat du monde parce que je trouverais que c'est antisportif avec la performance que Moreno a donnée à ce combat. Oui, mais Moreno, si les gens, même moi, là, je le connaissais peut-être un petit peu moins, mais tu nous l'avais bien vendu là, au podcast, tu en avais parlé, à quel point c'est un combattant excitant, et il l'a prouvé cette fin de semaine, tu avais raison, puis il a prouvé que dans la lignée des guerriers mexicains, là, il reculait pas, même il avançait sous les frappes de Figueiredo. Je rappelle qu'il tentait de devenir le premier Mexicain champion à l'UFC. Puis il en est un bagarreur, Moreno. Là, puis je pense qu'il s'est fait des fans en fin de semaine. Là. Ben, j'espère. Puis tu sais, ce gars-là, c'est drôle parce que là, 2 ans, on l'a mis dehors. Après 2 défaites, il revient, 5 combats sans défaite. Après,
On est dans un combat de championnat du monde. Tu sais, c'est une belle histoire. Là. Tu sais, ce gars-là était dans l'ultime combattant saison 24. C'est pas rendu au bout. Et là, Louis Smolka, son adversaire s'était blessé à la dernière minute. On lui donne la chance de revenir. Top 24, t'as même pas fini encore. Puis lui, il t'avait déjà éliminé. On l'a ramené. Puis c'est là qu'il s'est fait connaître. Il a passé une soumission au premier round à Louis Smolka. Tout le monde était là, wow! Puis c'est le mec qui est devenu un fans favorite, comme on appelle. Là. C'est un des favoris de la foule, même s'il n'y a pas de foule, mais un des favoris des partisans. Un gars qui est super charismatique. Un gars qui est explosif et qui donne tout le temps des bons spectacles. Oui, effectivement. Donc, à suivre pour la suite, mais en tout cas, un combat final qui nous a vraiment plu et qui a plu à bien des gens, si on se fie aux réseaux sociaux, en finale de l'UFC 256. En contrepartie, Pat, la demi-finale m'a laissé un petit peu sur mon appétit. Charles Oliveira contre Tony Ferguson. Ben, c'est ça, c'est parce que peut-être que en tout cas, moi, mes attentes étaient dans le tapis, là, en fait, dans le plafond. Là, j'avais tellement des grosses attentes et je sais pas, j'ai pas encore décidé s'il fallait que je donne 100% le crédit à Charles Oliveira ou si Tony Ferguson s'est présenté à plat. Je pense que c'est un mélange des deux. Mais ouais, c'est ça. C'est ce que tu penses, c'est que Tony Ferguson n'était pas là et Justin Gaethje a carrément brisé Tony Ferguson? C'est ce que je pense. Après 12 victoires de suite, il se fait rosser face à Gaethje à son dernier combat. Je pense qu'il l'a brisé. Il l'a brisé mentalement. Et Oliveira était sur 7 victoires de suite. Il avait terminé ses 7 gars avant la limite. Il a failli finir à la fin du premier round. Personne ne comprend comment le bras n'a pas cassé et comment il a réussi à résister. Là. Mais écoute, Charles Oliveira, moi, j'étais convaincu qu'il allait gagner. Comme ça, peut-être pas, mais je ne suis pas capable d'y enlever le crédit et de lancer la roche à Ferguson. C'est une performance trop parfaite pour Charles Oliveira qui est sur une séquence de fou. Et ça a été une domination, mais d'un bout à l'autre. Tu sais, on s'entend, là, il jouait avec au sol. Il jouait avec Tony Ferguson au sol. Répétez ce que je viens de dire dans votre tête, là. Vous allez dire, voyons, ça n'a pas de... Ben oui, il a joué avec partout, même debout. Écoute, ça a été une décision unanime, mais c'était un flawless victory. Ça a été une victoire à sens unique, une belle démonstration d'arts martiaux mixtes. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a pas fini en sang, comme d'habitude dans les combats de Tony Ferguson. Ça a fini avec un gars qui dominait son adversaire dans toutes les positions parce qu'il était une meilleure technique que lui. Et ça, moi, j'ai adoré ce combat-là pour la beauté d'exécution de Charles Oliveira. Oui, effectivement. Pour vous donner une idée, les 3/4 des juges, 3 fois 30-26, là, donc un 18 au premier round où ça a été une domination et où il y a eu une clé de bras, là, mais je pense que Dana White a dit 100% des combattants auraient tapé, sauf Tony Ferguson. Moi, Tony Ferguson est comme la seule personne. J'étais dans mon salon puis je tapais, tu sais, juste à le regarder. Tellement le bras était viré à l'envers. Bref, tout ça pour dire que ça a été une domination au premier round, ça a failli se terminer là. Et puis après ça, comme tu l'as dit, on aurait pu donner des 18 à tous les rounds ou presque à Charles Oliveira. Absolument. Qui, tu l'as dit, ça a été une performance parfaite. Tout ce qu'il a fait, c'est pas réussir à terminer ça avant la limite. Là, on sait qu'il a le record de l'UFC pour les finitions, les combats qui se terminent avant la limite, mais quand même, probablement une de ses plus belles performances malgré tout. Là. Ouais. Et tu sais quoi, Ben? Ferguson s'est fait briser par Gaethje à cause de la violence qu'il a reçue à son dernier combat. Et je suis sûr et certain, là, il vient de se faire encore plus briser parce que c'est encore pire de perdre un combat quand tu sors de là, puis tu n'as pas de coupeur, tu n'es pas en sang, mais tu t'es fait dominer partout par ton adversaire. Tu as comme l'impression que tu n'es plus capable de rien faire, tu n'es plus à ce niveau-là. Et ça, là, ça joue juste dans la tête, ça joue juste dans le mental. Puis on sait que Tony Ferguson, c'est un personnage assez spécial. Écoute, 2 performances comme ça. La première, d'après moi, il l'a brisé physiquement, il l'a brisé, il a fait mal, puis ça a stoppé 12 victoires de suite. Mais cette défaite-là, là, je pense que ça va faire encore plus mal pour Tony Ferguson. Parce qu'il s'est fait... on dirait qu'il n'était même pas dans la même ligue. Il était complètement là... On dirait qu'il avait l'air d'une recrue. Là. Fait que ça, là, c'est dur à prendre pour le moral. C'est terminé pour Tony Ferguson. Pas terminé sa carrière, mais terminé le fait qu'il soit parmi l'élite des 155 livres. Est-ce qu'il va avoir encore un jour un combat de championnat dans cette catégorie-là, une catégorie ultra relevée?
Ben, c'est ça, le temps va nous le dire. Là, c'est à lui à prouver qu'il mérite un autre combat de championnat du monde. Peut-être qu'il ne se relèvera jamais de ça. Peut-être qu'il va se relever, mais Ça. on a bien vu que là, il n'était pas là pantoute. Là. Puis, le spectacle a été diminué à cause de ça, mais la performance d'Oliveira nous a fait montrer à quel point ce gars-là est à prendre au sérieux. Puis la raison pourquoi il n'y a pas eu des gros combats comme ça par le passé, Oliveira, c'est parce qu'il a manqué le poids à quelques reprises. Donc, on a comme mis un frein à son évolution rapide parce qu'on avait peur de le mettre dans un combat d'importance et qu'il manque le poids, et là que ce combat-là devienne combat ordinaire ou que ce combat-là se fasse juste pas. Donc, c'est un peu pour ça que ça a pris du temps aussi à Oliveira d'avoir un combat aussi de grande importance comme ça. Mais là, écoute, il vient de se placer dans le top 3 mondial, là, c'est sûr. Là. Puis, tu sais, les 155 livres, là, en 2021, ça va être débile. C'est la division de poids où il y a le plus de talent. C'est deep, cette division-là. Écoute, Écoute, je vais te nommer juste des noms. Il y a Connor, il y a Poirier, tu as Chandler, qu'on n'a pas vu se battre encore, tu as Ferguson, tu as Oliveira, tu as Nurmagomedov, on ne sait pas ce qui va arriver avec lui. Écoute, qui était supposé battre comme Chandler? Gagey, non, c'est ça, c'est là que je voulais arriver. Gagey. Mais dans tout ça, là, on oublie les Dan O'Kerr, on oublie les Cub Swanson, pas comme ça, Dustin Poirier qui va se battre contre McGregor, mais on oublie les Dan O'Kerr, des gars comme ça, des Paul Felder, des Al Iaquinta. Écoute, c'est débile comment que cette division-là a de talent. Et en 2021, je pense que c'est la division qui va être à surveiller. 100%, entièrement d'accord avec toi. Et là, ben, tu t'attends, bref, à Oliveira qui va affronter le gagnant de Connor et Poirier. Parce que là, ben, c'est un peu dur de spéculer parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec Nurmagomedov. Est-ce qu'il va revenir défendre sa ceinture ou pas? Est-il vraiment à la retraite ou pas? Est-ce que. Moi, je vois peut-être un combat pour la ceinture vacante entre le gagnant de Poirier-McGregor et Charles Oliveira. Ce serait ça la logique. Ou tu ferais un Oliveira-Chandler avant une espèce de mini-tournoi, là. Première demi-finale, Poirier-McGregor. Deuxième demi-finale, Chandler, Oliveira, puis les deux vainqueurs. Ben, on verra. McGregor, c'est pas un gars qui se bat le plus souvent dans la vie là, non plus. Là. Fait que s'il gagne, on ne sait pas ce qui va arriver. Après ça, on a mis le C257 dans un combat de backup pour la demi-finale puis la finale, qui est Justin Gaethje face à Michael Chandler. Si un de ces deux combats-là tombe, ces deux-là vont être prêts. Si ça n'arrive pas, ça va faire bizarre pareil. Là, ça va faire 2 combats de suite que Chandler se prépare et qu'il ne se bat pas. Moi, j'ai hâte de le voir dans l'UFC. J'ai hâte que le monde le voie aussi, qu'ils ne le connaissent pas. Écoute, il est écœurant. Là. Puis face à Gaethje, ça va être de la violence. Ça va être incroyable. Ça va être fourrant ce combat-là si ça arrive. Et encore ces deux gars-là, tu sais. Je ne sais pas ce qui va arriver avec Oliveira, mais il y a 8 victoires de suite, il y en a 7 qui ont fini avant la limite. Là, ils viennent de démonter le gars qui était en aspirant numéro 3, qui était l'ancien champion intérimaire. C'est dur de ne pas lui donner un combat de championnat du monde. Et encore une fois, il y a tellement de spéculations, il y a tellement d'inconnus dans cette division-là au niveau du champion. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis combat intérimaire. Nurmagomedov est-il encore là? Nurmagomedov a pris sa retraite, mais on refuse de l'enlever des classements du UFC puis il a encore sa ceinture. L'UFC ne veut pas qu'il prenne sa retraite. Lui veut prendre sa retraite. À un moment donné, parlez-vous, les boys. À un moment donné, il faut vraiment que la division avance aussi. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Bref, on ne manquera pas de sujet de discussion en 2021 parce que il va y avoir des combattants heureux parce que les combattants qui méritent une chance au titre, il y en a quelques-uns, on les a nommés. Mais le bonheur des uns va faire le malheur des autres là, ou vice-versa, là, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des gars qui vont être déçus dans tout ça. Ça va être intéressant à suivre. Il faut parler de Cyril Gane, Pat, le Français qui a encore prouvé qu'il grimpait lentement mais sûrement, là, cimente sa place parmi l'élite chez les poids lourds, gravit les échelons un à un. Il était 14e, vient de battre Junior Dos Santos, qui n'est plus le Junior Dos Santos qu'il a déjà été, mais qui était quand même classé 7e chez les lourds. Donc, bref, Cyril Gane qui va grimper dans les classements encore une fois. D'abord, est-ce que c'était illégal, son coup de coude ou pas? Parce qu'il y a eu une petite controverse. Il l'a mis KO avec un coup de coude qui était limite derrière la tête, en tout cas derrière l'oreille. Là. C'était limite. En même temps, il y avait une rotation de Junior Dos Santos. Donc, si Junior Dos Santos tourne sa tête pendant le mouvement,
mais c'est de la faute de Junior Dos Santos. C'est ça le règlement. Il reste que au premier round, je pense que peut-être Cyril Gane était un petit peu, je ne veux pas dire intimidé, mais a pris son temps parce qu'il était face à l'ancien champion du monde, même s'il venait de perdre ses 3 derniers combats, s'est fait knocker 3 fois. J'ai trouvé timide au premier round, Cyril Gane. Mais c'était son 7e combat en arts martiaux mixtes. Ce gars-là, il y a 6 combats en arts martiaux mixtes, puis il s'en va se battre contre le champion du monde. À un moment donné, tu vois son évolution, c'est quelque chose. Là, ils viennent de mettre un gros nom sur sa liste, même si, tu as raison, Junior Dos Santos n'est plus ce qu'il était. Il reste qu'il termine encore ce gars-là, puis ça lui donne beaucoup d'expérience. Moi, j'avais dit depuis le début, moi, je vois Cyril Gane être champion du monde à un moment donné au UFC. Lui, en plus, on parle d'une autre division, Pat. On parle d'une autre division qui avance lentement, par exemple, parce que le champion ne se bat pas souvent. Cette ceinture-là n'est pas mise souvent en jeu. Puis là, tu as des gars qui attendent aussi leur tour, là, Francis Ngannou, entre autres, là, qui attend après Stipe Miocic. Bref, c'est vrai que celle-là non plus bouge pas vite. Là. Non, c'est tranquille. Le UFC, les poids ça a toujours été un peu comme ça. C'est vrai que leur champion n'est pas très actif. Là, Francis Ngannou, si lui va avoir le combat de championnat du monde, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'il manque d'activité au niveau des champions, des aspirants dans ça, mais ça nous fait découvrir la nouvelle génération des poids lourds, comme Cyril Gane, qui est un combattant qui est pesant, mais qui est tellement léger sur ses jambes. Il est agile, il est complet, puis il y a l'instinct du tueur. Je veux dire, il y a juste une décision puis en 7 victoires. C'est un gars qui, quand il voit le finish, il va pour. Junior Dos Santos, 4e défaite de suite, 4e par KO. On a parlé de Shogun Rua la semaine passée, on parle de Mike Perry, on parle de Donald Cerrone, ça va pas bien. C'est des vétérans comme ça. Anderson Silva qui prend sa retraite ou qui a été libéré par l'UFC. Dos Santos, est-ce qu'il pourrait passer sous le bistouri aussi? Là? Le coup près pourrait s'occuper de Junior Dos Santos après 4 défaites de suite? C'est toujours touché, c'est toujours délicat de mettre à la porte un ancien champion du monde. Mais Dana White, il l'a mentionné, il dit qu'il faut falloir qu'il s'assoie et qu'il pense à son avenir. Là. Et c'est 4 défaites de suite, puis 4 défaites par KO. Là. Fait que, tu sais, dans toutes les divisions de poids, c'est vrai. Quand tu perds ton menton, c'est fini. Mais chez les poids lourds, c'est encore pire. Puis, tu sais, Dos Santos, peut-être c'est le temps pour lui de s'en aller. Puis, tu sais, de plus en plus, je l'ai mentionné samedi sur la carte à pay-per-view. Tu sais, moi, c'est sûr, j'ai un pincement au cœur toutes les fois que je vois ces légendes-là s'en aller. Parce que là, on voit qu'il y a une génération complète qui s'en vont, là. Tu as des Shogun Rua, tu as des Anderson Silva, tu as des gars comme Junior Dos Santos. Et là, on voit que là, c'est la fin pour la vieille garde, vraiment. Là, tout le monde tire à sa fin. Et là, les nouveaux commencent à embarquer. Puis c'est correct, la roue tourne. Mais tu sais, moi, personnellement, je regarde ça et ça me fait un petit pincement au cœur, pareil. Ça ne nous rajeunit pas, malheureusement. Pour finir là-dessus, je lisais... j'ai vu ça quelque part sur Internet, le Cyril Gane contre Jairzinho Rozenstruik, un autre combattant de la nouvelle garde, justement, ultra talentueux. Ça te parle? Ça me parle, mais je pense, honnêtement, je pense que Gane, il ne sera pas aussi intimidé ou il va être moins timide dans ses attaques que contre Dos Santos parce que je pense qu'il était un peu sur le retrait à cause du champion du monde. Il va retrouver sa mobilité, son in and out. Puis honnêtement, je pense pas qu'il va avoir de la difficulté contre Rozenstruik, qui n'est pas un grand technicien. C'est un bon kickboxer. C'est pas un gros poids lourd non plus, mais il cogne solide, mais c'est pas un gars qui travaille beaucoup en combinaison comme puis pas très, très agile. Il est supposé être agile avec ses jambes, mais pas comme Cyril Gane. Je vois Cyril Gane gagner ce combat-là si ça arrive. Puis encore une fois, il n'y a pas de walk in the park dans le UFC, mais je pense pas que ça serait trop difficile pour lui non plus. OK, puis avant de changer de sujet, Nicole, rapidement, est-ce que, vu qu'on termine l'année 2020, là, Cyril Gane sera-t-il champion du monde des poids lourds en 2021? Je pense qu'il va y avoir un combat de championnat du monde à la fin 2021 si on continue de rester actif chez les poids lourds. Je le souhaite. Je pense que oui.
Puis même si c'est Francis Ngannou qui est le champion, il l'a déjà mentionné, c'est pas des amis. C'est deux Français, mais c'est pas des amis. Et il l'a déjà mentionné. Dis-moi s'il est là, ça me dérange pas. C'est pas un ami. On a passé les deux par le MMA Factory. On s'est jamais entraînés ensemble. Puis il n'y a pas de problème pour moi de le croiser dans l'octogone. Ouais, on tient peut-être quelque chose, là, parce que les arts martiaux mixtes ont été légalisés en France cette année. Il n'y a pas encore eu de gros gala de l'UFC à Paris. Je pense que logiquement, ce serait dans les cartes. Là, une finale Ngannou-Gann à Paris, ça pourrait être spectaculaire. Ouais, il faut vouloir que cette pandémie-là finisse et qu'on mette du monde dans les estrades parce que l'UFC n'ira pas nulle part ailleurs qu'à Apex ou à Abu Dhabi. Là, tant qu'on ne peut pas mettre personne dans les estrades. T'as raison. OK, rapidement, peut-être les autres combats qui ont retenu l'attention. Kevin Holland contre Jacare Souza, KO au premier round, KO spectaculaire là, parce que Holland était sur son dos. Et encore plus spectaculaire, 5e victoire en 2020, Kevin Holland. Probablement le combattant de l'année là, quand on regarde ça froidement, même si il a seulement un gros nom à sa fiche, c'est celui de Jacare Souza. Mais pour vrai, Kevin Holland. Il y a 4 terminaisons aussi là, dans ces 5 victoires-là. Et encore une fois, on voit la vieille garde, Jacare, qui est peut-être le temps lui aussi de passer à d'autres choses. Écoute, je pense que Jacare a fait une grosse erreur dans ce combat-là. Il est devenu très nonchalant au sol. Il se passait en contrôle. Évidemment, c'est sûr qu'on ne voit pas ça souvent, là, des knockouts sur son dos. Tu avais Nico Price qui l'a fait. Mais avant ça, je ne me souviens pas qui avait réussi ça. Fait que c'est sûr que c'est très, très rare. Mais ça arrive. Holland, c'est un gars qui est opportuniste. Et surtout, c'est un gars qui n'accepte pas d'être dans une mauvaise position. Donc oui, il s'est fait amener au sol. Il y avait Jacare sur lui. Plusieurs auraient paniqué. Plusieurs auraient resté en petite boule puis essayé de ne pas bouger pour ne pas faire d'erreur. Lui, il n'a pas accepté ça. Il l'a repoussé. Il l'a frappé. Il s'est fait de l'espace pour essayer de se relever en le frappant et ça a marché. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut que tu donnes le crédit aussi au gars qui s'est défendu et qui n'a pas accepté la mauvaise position, même s'il était face à Jacare qui était dessus au sol. Fait que Jacare est devenu nonchalant. Il s'est fait pincer. Écoute, on peut juste dire bravo à Kevin Holland. Puis oui, c'est vrai. À mon avis, il y a 2 combattants de l'année cette année, Figueiredo et Kevin Holland. Figueiredo est devenu champion du monde, cependant. Donc, c'est peut-être ça qui va peut-être peser dans la balance, mais c'est sûr qu'il y a 5 combats, 4 finishes pour Holland. Il est dans le mix, ça, c'est sûr, pour être le combattant de l'année. Et c'est vrai, Figueiredo, il ne faut quand même pas l'oublier. Là, il s'est battu 4 fois. 4 fois, il y avait la ceinture en jeu. Il n'a pas perdu un combat. Ouais. La première fois, c'était contre Benavidez. Les 2 premières fois contre Benavidez. La première fois, il n'avait pas fait le poids, mais il avait quand même gagné son combat. Après ça, remporté le titre, 2 défenses. Ouais, effectivement, Figueiredo, c'est sûr que combattant de l'année, tu n'as pas le choix de le mentionner. Kevin Holland qui a mis au défi Khamzat Chimaev, là, ça va pour la semaine pour cette semaine, là, ce samedi, dernier gala de l'année, ça va pas arriver. Ça va pas arriver, mais ça vous demande à quel point il n'a pas froid aux yeux, puis il aime ça donner un spectacle aussi. Il est divertissant, en tout cas, Kevin Holland, dans la cage et à l'extérieur de la cage avec ses commentaires. Ouais. Le problème aussi, c'est parce que Chimaev a beaucoup, beaucoup d'attention de la part de l'organisation. Dana White l'aime, et ça dérange un peu les autres combattants qui aient autant d'attention avec si peu de combats. Et personne ne trouve qu'il a battu des gros noms encore pour avoir cette attention-là. Il était supposé d'être le main event la semaine prochaine face à Edwards. Tout le monde, surtout Stephen Thompson trouvait que ça n'avait pas d'allure, trouvait que c'était une claque d'en face aux autres combattants qui étaient classés. Mais c'est de la business, le monde l'aime. Et Chimaev est arrivé, il n'a pas fait beaucoup de temps dans l'octogone là, depuis qu'il est arrivé parce qu'ils ont tous fini avant la limite. Il se promène 170, 185, il a l'air à pouvoir faire ce qu'il veut. Et c'est ça qui dérange un petit peu les combattants. Et c'est pour ça que c'est pas le premier qui challenge Holland Chimaev parce qu'on veut le faire dérailler. Mais le train est solide. Chimaev, le train est solide, c'est rare, on va te dire. Là. Ce ne sera pas facile de le tasser. Ben là, on va savoir contre Leon Edwards quand ça va se faire au début 2020 s'il est vraiment pour vrai, là, parce que Edwards, non, il n'est pas spectaculaire, non, il n'est pas populaire, mais tu ne remportes pas 10 combats de suite à l'UFC. C'est pas bon, là. Non. C'est un combattant d'élite, Leon Edwards. Classé 3e, je pense aussi, ou dans le top 5, c'est sûr. Fait, ouais, on va le voir. Puis, c'est sûr, pour Edwards, c'est un combat qui ne peut pas échapper. Là. On sait qu'il n'est pas en très bonne relation avec l'organisation. L'UFC l'a mis
a mis Chimaev en face de lui parce qu'on veut monter Chimaev. On n'est pas cave, là. On sait bien ce qu'on est en train de faire. Là. Donc, c'est sûr que pour Edwards, moi, je l'aurais pris un petit peu de travers. Où tu penses que. Où tu penses? Honnêtement, ouais. Puis je suis curieux de voir comment il va réagir, puis comment il va faire ravaler les paroles à Dana White, à tous ceux qui le critiquent, en fait, là, Leon Edwards. Ce sera faut patienter, là, ce sera pour début 2021. Retour à samedi, Rafael Fiziev contre Renato Moicano. Premier round, superbe combinaison de Fiziev qui a passé le KO à Moicano, qui a chialé un petit peu, qui a dit que c'était un arrêt hâtif. Non, il s'est levé debout, mais il est tombé dans la cage. Lui, Fiziev, c'est un dangereux. C'est ça. C'est un dangereux Fiziev. Honnêtement, là, il est très, très solide. Il cogne, là, mais ça n'a pas d'allure. Sa boxe thaïlandaise est à point. Il est agile. C'est pas un mauvais gars au sol non plus. Écoute, il est très, très solide. Puis là, plus qu'il prend de la confiance, plus qu'il devient dangereux, plus qu'il lance en combinaison, moins qu'il accepte de se faire reculer, de se faire mettre de la pression. Moi, je pense qu'en 2021, il va exploser, ce gars-là, Fiziev, puis qu'on va le voir dans des combats d'importance. Un gars qui est assez bien bâti. C'est un petit bloc de ciment là, à 145 livres. Là. Ouais. Ça fait penser un peu à Volkanovski, là, le champion, au niveau de son physique, là, parce qu'on a vu qu'il était plus imposant physiquement, s'imposait physiquement devant Moicano, qui, lui, mine de rien, c'est 3 défaites en 4 combats, 3 KO, là, ces 3 défaites-là. Donc, séquence difficile pour l'ancien aspirant. Cub Swanson, ça fait du bien de le revoir, lui aussi. Retrouver le chemin de la victoire. En fait, c'est sa 2e victoire de suite, là, mais sa première, depuis un certain temps, par KO, a été bon contre Daniel Pineda, Cub Swanson. Puis ça a brassé, ça s'est passé au 2e round, puis ça s'est fait un peu brasser quand même au premier. Là. C'était une bonne guerre. Oui, ça faisait un peu plus d'1 an qu'il n'avait pas combattu, là, et il s'était blessé. Puis il revenait d'une victoire, mais ça stoppait 4 défaites de suite aussi. Hein. Il n'était pas sur une bonne séquence. C'est sûr, il faut regarder les adversaires, mais quand même, oui, une belle performance. Moi, Cub Swanson, c'est un combattant que j'adore. C'est un de mes combattants préférés que j'aime regarder parce que lui, c'est tout ou pas en tout. Là, il va toujours pour le spectacle. Il refuse d'y aller faire un safe fight. Ça, j'aime ça. C'est un gars que j'aime beaucoup voir compétitionner. Puis, super victoire samedi. Puis, je pense que Pineda était sur une longue séquence de victoire aussi. Fait que c'est une grosse victoire pour Swanson. Et en terminant, Chase Hooper, fils illégitime de Ben Askren avec les cheveux. Une belle perruque frisée, mais lui, une des belles soumissions qu'on a vues dernièrement. Là. Il perdait ce combat-là en plus au 3e round, devait absolument terminer le combat et est allé agripper la jambe et s'en était fait là, de son adversaire Peter Barrett. C'était beau à voir quand même. Là. C'était beau. Hooper revenait de sa première défaite en carrière. Je pense que mentalement, ça l'a plus ébranlé, je pense qu'il pensait, parce qu'il n'était pas dans le combat, pas à toutes les 2 premiers rounds. Là. Il se faisait dominer, puis on va se le dire. Mais c'est un opportuniste. Deuxième chose là-dedans, Barrett, sur papier, c'est une ceinture violet en jiu-jitsu brésilien. C'est une ceinture mauve. Tu es supposé de savoir la base, au moins rendue à la ceinture mauve, de quel bord tourner quand tu te fais pogner une clé de jambe, où pousser avec ton autre jambe qui est libre. Tu es supposé savoir au moins les bases d'essayer de faire quelque chose. Là, on a vu qu'il tombait en état de panique. Ça ne veut pas faire rien. Il semblait complètement perdu à savoir quoi faire contre une clé de cheville. Je trouve ça... là, je suis dur avec Barrett, là, mais je trouve ça incompréhensible. Il est rendu à ce niveau-là. Et surtout qu'on nous dit que c'est une ceinture mauve en jiu-jitsu brésilien qui n'a pas le réflexe naturel d'aller avec un mouvement défensif ou de tenter quelque chose à la place juste d'attendre puis d'espérer que le talon glisse parce qu'on est mouillé ou de quoi de même. Ça, c'est sûr que je lance la pierre à Barrett. La technique était belle. Mais rendu au 3e round, avec la sueur, avec ce que tu connais de ton adversaire qui avait déjà essayé une clé de cheville au premier round ou au 2e, je ne me souviens plus. Fait que tu t'en attends. Je ne veux pas rien enlever à la technique de Hooper parce qu'elle était bien faite. En heel hook, c'est extrêmement douloureux quand tu es capable de la pogner. Là. Mais il n'aurait pas été supposé se faire pogner comme ça. Pour Barrett, c'est
j'espère qu'il va s'en vouloir, puis il va regarder ça, puis qu'il va apprendre de cette défaite-là. Le tour à la table à dessin peut-être pour Peter Barrett. OK, Pat, on vous l'avait dit là, d'entrée de jeu, le FC 256, c'était une superbe carte. C'est pour ça qu'on passe le temps là, sur les belles performances. On va se tourner ce samedi dernier, gala de 2020 à l'UFC. Un gala qui met en vedette Pat Stephen Wonderboy Thompson contre Jeff Neal, c'est chez les mi-moyens. Wonderboy, 5e aspirant, Neal 9e, donc un combat important pour les classements. Et puis, deux gars qui n'ont pas combattu depuis un certain temps. Là. Les deux, ça va être leur premier combat en un an. Comment tu vois ça? Thompson n'est plus ce qu'il a déjà été. Là. C'est un gars qui s'est battu 2 fois pour la ceinture. Un peu plus difficile pour lui. Les gens, je pense, commencent à savoir à quoi s'attendre de lui, comprennent un peu mieux son style, un style de karaté. Oui, tu as tout à fait raison. Et ce combat-là est beaucoup plus important pour Thompson que Neal. Pas que c'est pas important pour Neal. Là. Il reste que Thompson est en avant de lui dans les classements. Mais pour Thompson, s'il perd ce combat-là, écoute, je pense que ce combat-là, c'est un combat de rédemption pour Thompson. C'est un Neal extrêmement dangereux, il est puissant, il est dans le top 10 mondial ou pas loin. Là, je pense qu'il est dans. Je pense qu'il est 7, mais il est 9e. Bon, whatever. C'est un combat de rédemption pour peut-être se donner un élan à Thompson pour aller partir sur une autre séquence de victoire puis peut-être une dernière course vers le titre. Parce que ça n'a pas bien été. Là, dans les 5 derniers combats à Thompson, ce n'est pas très reluisant. Ce n'est pas des performances qui nous ont laissé la mâchoire décrochée, là, comme qu'il nous a déjà fait par le passé. Le point que tu as amené est très, très intéressant et je pense que je partage ce point-là aussi. Puis je l'avais mentionné la semaine passée aussi pour Tony Ferguson. C'est des styles qui sont très uniques, qui surprennent pendant une bonne partie de leur carrière. Puis à un moment donné, les athlètes commencent à connaître ce style-là et sont plus surpris face à un athlète comme ça. On est capable de trouver maintenant des partenaires d'entraînement qui sont capables de recréer un peu les mouvements que ces deux combattants-là, comme Ferguson et Thompson, sont capables de faire. Donc, c'est sûr que leur style reste unique, mais c'est moins surprenant pour leurs adversaires, ce qui fait que l'effet de surprise n'est plus là. Donc, c'est plus difficile de s'imposer maintenant avec leur style unique. Donc, est-ce que Jeff Neal va être capable de contrer ce style-là? Moi, je pense que Thompson a les qualités pour faire mal à Neal, qui est beaucoup moins mobile, mais il faut qu'il revienne à l'ancien Stephen Thompson. Il faut qu'il était tellement agile avec ses jambes, in and out, il bougeait. La force de Thompson, je sais, je me suis battu avec, c'est qu'il touchait et il ne se faisait pas toucher. C'est très difficile, c'était très difficile de toucher Thompson. Là. On sentait qu'il était à la distance de notre frappe, mais il était tout le temps à distance à lui et pas à notre distance. Et je rentrais, je passais souvent dans le vide parce qu'il contrôlait tellement bien la distance avec son jeu de jambes, de karatéka. Il se doit de revenir à ce style-là, d'être aussi mobile, faire manquer ses adversaires pour contre-attaquer par la suite. Neal a quand même 7 victoires de suite. Donc, je suis d'accord avec toi, ce ne sera pas une balade dans le parc pour Stephen Thompson. Ce sera la finale du gala. En demi-finale, José Aldo contre Marlon Vera. Un autre combat à 135 livres pour José Aldo. Qui, mine de rien, a perdu ses 3 derniers combats. Là. Il y a un petit 7 là, à côté de son nom. Je pense que c'est plus au niveau de la réputation que d'autres choses. Parce que un gars qui perd des plumes, c'en est un, ça, José Aldo. Et Marlon Vera, qui est 15e, pourrait se faire lui aussi un gros capital là, sur la réputation de l'ancien champion des 145 livres. Là. Ouais, puis Marlon Chito Vera va bien là, ces temps-ci. Donc, c'est sûr que ça pourrait être une grosse victoire pour Vera. Et encore une fois, ça fait 6 fois que je le dis, là, mais encore une fois, on voit les combattants de l'ancienne garde qui commencent à perdre des plumes. Mais il n'est pas si vieux que ça, c'est ça l'affaire, José Aldo. Non, mais ça fait. Il y a la jeune trentaine, mais c'est ça fait longtemps qu'on le voit, puis ça fait longtemps qu'il traîne sa bosse. C'est son fighting age. C'est son fighting age qui est pas mal plus grand que son vrai âge. Donc, tu sais, il y a eu des guerres, il s'est fait knocker, il a été champion longtemps. Tu sais, sa legacy, son héritage, personne va contredire ce qu'il laisse au sport et ce qu'il a fait au sport, ça, c'est sûr. Mais c'est une roue qui tourne, le sport continue d'avancer. Je pense que dans les années, moi, je trouve personnellement, c'est une opinion bien personnelle, tu partages ou pas, là, ça t'appartient, mais voyons, José Aldo, c'est un peu dénaturé à travers les derniers combats.
Avant, là, c'est un gars qui était debout, qui était solide, qui chopait les jambes de ses adversaires, il leur faisait mal. À cette heure, c'est un boxeur. Il ne fait plus de combinaison main-pied, il termine des jambes. C'est très rare qu'il fait ça. Mais c'était ça son pain et son beurre. C'était ça sa renommée, tellement qu'il était bon avec les combinaisons. Puis il terminait des jambes, puis il chopait les jambes des gars, puis les gars, ils finissaient quasiment en chaise roulante. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu José Aldo faire ça. Puis je pense qu'il n'est pas assez bon boxeur seulement pour rivaliser avec des gars qui ont de la puissance. Ouais. Chito Vera, qui, tu disais, est en confiance, revient d'une victoire surprise contre Sean O'Malley, là, qui est. Bon. C'était pratiquement la situation inverse. Là. La dernière fois, c'est comme si on avait utilisé Chito Vera pour permettre à Sean O'Malley de se faire un nom là, sur un combattant vétéran comme lui. Puis, Vera a causé la surprise. Là. C'est comme si c'est Vera qui est 15e, là, pouvait se faire un capital sur José Aldo. Là. C'est intéressant de voir la dynamique dans ces différentes. Chez les Coqs, en tout cas, là, c'est. Il y a chez les Coqs, il y a aussi Marlon Moraes, 3e aspirant qui va se battre contre Ron. Sur la carte également, Anthony Pettis contre Alex Morono. Et puis, je veux qu'on parle, Pat, peut-être un 5 minutes là, de Eman Zahabi contre Draco Rodriguez. Eman Zahabi, le Québécois, qui va être de retour dans l'octogone après 15 mois. Là, c'est mai 2019, même plus que 15 mois. Là, c'est 1 an et demi, 18 mois. Eman n'a pas vraiment le droit de perdre ce combat-là contre un gars qui en est à son premier à l'UFC officiellement, un gars qui vient de Dana White Contender Series. Est-ce que tu penses qu'il va avoir le couteau entre les dents, Eman? C'est un peu ça qui avait manqué à sa dernière sortie. Là. Il est un peu sur le cruise control. Là. Ben, il n'y a pas le choix. Je veux dire, même s'il ne l'a pas, il va falloir qu'il l'aille. Là, parce que au premier combat, on s'en souvient, là, à New York, là, gros KO là, qui a fait extrêmement mal. C'est un KO violent qu'il a subi. Il est revenu. Ça, c'est son avant-dernier, ouais, c'est ça. Oui, exact. Ça, c'est son premier combat UFC. Et son deuxième, ben, peut-être qu'il était un peu peut-être qu'il était un petit peu sur la défensive, il ne voulait pas se faire knocker encore ou se faire cogner de la sorte. On pensait dans son coin qu'on était en avance dans le combat. On a pris le troisième round un peu à la légère. Les juges n'ont pas vu ainsi. Tu as bien beau dire, des fois, les juges, c'est peut-être pas qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, mais tu ne peux pas jamais penser que tu es en avant dans la carte des juges. Les juges, puis ça, je ne généralise pas, j'en pointe quelques-uns. Les juges ne sont pas assez éduqués dans ce sport-là pour que tu leur fasses confiance à 100%. C'est plate, mais c'est ça. Donc, tu ne peux jamais te fier à la carte des juges, même si tu penses que tu as gagné les 2 premiers rounds. Tu peux être dans le champ, puis lui, ben, tu vois, il l'était dans le champ parce que les deux même son frère Firas pensait qu'il était en avance dans le combat, puis c'est pas arrivé. Il a pris le troisième round un peu à la légère, un peu, il s'est sauvé. Je ne veux pas dire qu'il s'est sauvé, mais je veux dire, il a joué ça safe. Puis finalement, voilà. À la fin du combat, ben, il s'est fait jouer le tour, quel combat est allé à son adversaire. Ce qui fait que, je ne lance pas la pierre à Eman parce qu'il a joué ça safe, puis il voulait avoir au moins une victoire UFC, après ça, peut-être le combat d'après, ouvrir plus la machine. Mais je dis juste que tu ne peux jamais te fier au pointage des juges en arts martiaux mixtes parce qu'il y a un gros manque de connaissance du sport de ceux qui jugent. Et encore une fois, je ne parle pas de tous les juges, mais il y en a une couple. Et là, ça va être à Las Vegas, donc peut-être que Chris Lee sera en fonction. Donc, doublement faire attention à ne pas laisser ça dans les mains des juges. Et pour ceux que ça intéresse, ben, Eman a donné une bonne entrevue à notre collègue Nick Landry du RDS.ca. Il y a un bon texte, un bon article sur notre site Internet sur Eman qui, s'est pas battu depuis un bon moment, revient sur sa dernière défaite, c'était contre Vince Morales, mai 2019, explique justement ce qu'on vient de parler, là, que s'en veut là, d'avoir pris ça, d'avoir joué ça safe au troisième round. Veut pas, Ben, même si lui, il va dire non, c'est pas ça, puis je veux pas parler à sa place, là, il reste que c'est le frère à Firas. Quand il est arrivé à l'UFC, c'était pas Eman Zahabi, c'était le frère à Firas. Ça, c'est quand même beaucoup de bagages à amener avec toi. On s'attend à Firas, qui est un des meilleurs entraîneurs au monde,
qui entraîne à une des meilleures équipes au monde, à Tristar. Donc, c'est sûr qu'on voit le frère arriver qui l'a pris sous son aile pendant des années et des années. On s'attend à ce que ça soit la 8e merveille du monde. Puis c'est plate, mais c'est ça. Fait qu'il est arrivé avec un nom de famille qui avait beaucoup de bagages. Donc, une pression que même si lui dit « Oh non, il y en avait de la pression. Il y a la pression de son frère. C'est pas de la faute de son frère non plus. C'est pas de la faute à personne. Je veux dire, c'est la situation qui est comme ça. Donc, c'est sûr que si tu veux trop bien performer à cause que tu as la pression de transporter le nom de famille de Zahavi puis de transporter peut-être le Tristar sur tes épaules, ça se peut que ça te freine aussi dans tes performances. Puis ça, c'est mon opinion à moi. Là. Je dis pas ça que je dis pas que c'est lui que ça se passe dans sa tête. Mais clairement, ça, je suis sûr à 100% que quand il est arrivé, je le sais parce que je commente les combats puis je suis pas mal plugué dans ce sport-là. Quand il est arrivé, c'était pas Eman Zahavi, c'était le frère Afiraz. Et ça, c'est beaucoup de pression. Ouais. Même Georges Saint-Pierre avait dit en entrevue à moi et à d'autres journalistes, en fait, que avant même que Eman fasse ses débuts à l'UFC, il avait dit surveillez-le, c'est le prochain espoir québécois là, qui va la fierté du Québec dans la lignée de Georges Saint-Pierre, là, parce que on a été gâtés, on a eu peut-être le meilleur de tous les temps qui venait de chez nous, du Québec. On prend pour acquis qu'il va en avoir d'autres. Là. On prend pour acquis qu'on est une pépinière à talent en arts martiaux mixtes au Québec. C'est plus facile à dire qu'à faire. Le nom d'Eman avait été prononcé par Georges. Moi, ce que j'entends, c'est qu'Eman, au gym, c'est un des plus talentueux, un des plus travaillants aussi. Et ça, là, je l'entends, puis pas juste par une personne. Je le sais qu'il est extrêmement talentueux. Je m'en ai fait parler, je ne l'ai jamais vu en entraînement, mais il y a plusieurs mondes qui m'en parlent d'Eman, que c'est un gars qui a énormément de cœur, énormément de talent. Il reste maintenant, est-ce qu'il est capable d'amener ça dans l'octogone de l'UFC? Est-ce qu'il est capable de livrer la marchandise maintenant? Ça, c'est lui qui a la réponse. C'est pas nous autres, c'est lui qui a la réponse. Et là, il faut qu'il le prouve samedi prochain. Et puis là, je dis pas ça, puis je veux pas m'envoyer des messages pour m'envoyer promener parce que je trouve que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il y a des combattants on appelle ça des gym fighters. Okay? Puis je dis pas que c'est son cas. J'espère que c'est pas son cas, puis je pense pas que ça l'est parce qu'il est extrêmement talentueux. Mais il y en a qui sont pas capables de performer quand c'est le temps, puis au gymnase, ils pètent tout le monde. Donc, j'espère que c'est pas ça qui arrive parce que ça serait un talent extrêmement gâché s'il n'est pas capable de performer dans l'octogone. Donc, on va le savoir samedi. C'est sûr que on est supposé être impartial, les commentateurs. Je ne le suis pas, puis je m'en cache pas. Moi, cheerer pour Eman, puis j'espère qu'il va aller chercher sa première victoire. Ça, c'est sûr et certain. Ben, en fait, il a gagné sa première sortie à l'UFC. C'est juste qu'on le voit tellement pas souvent et ça fait, sauf erreur, ça fait 4 ans. Ah oui, c'est ça. Il avait gagné son premier combat. Ouais. Son deuxième, c'était ce fameux KO dévastateur. Ça lui a pris du temps avant de s'en remettre. Le genre de KO qui peut changer un combattant à tout jamais. Il était revenu plusieurs mois plus tard sur cette fameuse décision où il aurait pu faire mieux. Il s'était pas fait déclasser à son dernier combat. C'est juste un manque de stratégie, une erreur stratégique. Ouais. C'est ça le danger, Ben. Là, même moi, je veux dire, oui, j'en fais beaucoup de combats. Là. J'avais oublié qu'il s'était battu à Halifax. J'avais oublié sa première victoire. Puis, je m'en excuse, je fais un retrait là-dessus. Mais c'est ça le danger. Après, quand on laisse beaucoup de temps s'espacer, veut pas, c'est ça. Puis il avait remporté son combat, je ne me souviens pas contre qui, mais c'était sûrement pas un gros nom. Donc c'est sûr que ça n'a pas fait des flamèches comme Charles Jourdain qui a knocké Do Choi. On sait qu'il y a juste une victoire de Choi. Jourdain, mais on sait contre qui. C'est contre Do Choi. Mais Eman, on ne sait pas contre qui. Donc là, c'est à lui d'aller repartir sur des bonnes bases. Puis samedi, comme je te dis, moi, je vais être debout dans le studio, puis je vais cheerer en silence pour lui. Non, je suis puis tout à fait, puis je suis d'accord avec toi, puis on va lui souhaiter effectivement une belle performance, surtout dans un contexte où on en parlait la semaine passée, puis je ne veux pas qu'on s'étende là-dessus, mais où il va peut-être y avoir des coupures là, à l'UFC, on le sait, on le voit venir. Eman doit gagner cette fin de semaine. Et c'est ça, il y a comme pas d'autre option pour lui. Ça sera sur les ondes de RDS2. Il y a de la NFL en fin de semaine là, sur les ondes de RDS. Donc, Eman Zahabi et toute la carte là, du gala de samedi sera présentée
sur les ondes de RDS2 avec Pat et Jean-Paul cette fin de semaine. Il va nous rester quelques minutes, Pat, pour faire un petit peu le tour des nouvelles. Assez tranquille là, dans l'actualité en martiaux mixtes. Peut-être un mot sur Yoel Romero qui, on le sait que la semaine passée a été coupé, on ne savait pas trop où il s'en allait. Bellator ne se montrait pas trop intéressé, puis finalement, revirement de situation, il signe avec eux. Moi, je pense qu'on a eu une opportunité de faire un gros combat, peut-être qu'il allait rapporter face à Anthony Johnson. Tout le monde veut voir ce combat-là à 205 livres, donc j'espère qu'on va livrer ce combat-là. Mais oui, c'est un peu étrange. Tout est étrange dans la vie de Yoel Romero. Hein. Il y a quelques années, il a gagné une poursuite de 70 millions à cause des suppléments contaminés. J'ai dit 70, c'est pas ça, mais plusieurs millions. Je vous rassure, il n'a jamais vu la couleur de cet argent-là. La compagnie a fait faillite. Et après ça, là, il se fait mettre dehors de l'UFC. Il restait encore des combats sur son contrat. Dana White dit « Usez de votre imagination pour savoir pourquoi il est parti. » Je peux même imaginer bien les affaires, mais ça peut être... on ne le sait pas plus. Là, Bellator ne veut pas rien savoir. Là, finalement, Bellator le signe. Le numéro, c'est pas simple, là, sa vie d'athlète. Là. Mais écoute, tant mieux pour lui s'il a trouvé une niche et est capable de finir sa carrière-là avec un combat contre Anthony Johnson. Je pense que tout le monde veut voir ce combat-là maintenant. Et ça met un peu de la lumière sur Bellator maintenant. Puis je pense que c'est le combat à faire. Veux pas, c'est ça aussi. Tu regardes d'autres combattants qui sont là. Tu as des Phil Davis. T'en as d'autres, là, mais le seul combat intéressant. Le seul combat intéressant là, pour les fans, c'est face à Anthony Johnson. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et Kayla Harrison, Pat, une de tes combattantes préférées, championne de PFL, qui va se battre encore une fois ce jeudi. Elle s'est battue il y a quelques semaines à peine à Invicta. Ouais, c'est tout à l'honneur de. C'est tout à l'honneur de. Elle est encore sous contrat avec PFL. PFL qui a dit regardez, on fait pas de combat en 2020 à cause de la pandémie. Faut que vous alliez gagner votre vie. On vous donne la permission d'aller vous battre avec d'autres organisations. À ma connaissance, en tout cas, il y en a sûrement d'autres, mais Kayla Harrison, c'est ça, le plus gros nom. Elle s'est battue à Invicta. Elle a fait ses débuts à 145 livres. Elle se bat normalement à 155. Et là, je ne sais pas c'est à quel poids cette fin de semaine, mais si vous avez la chance de vouloir découvrir Kayla Harrison, là, ça va sûrement être disponible sur différentes plateformes là, contre Josette Cotton à Titan FC 66. C'est dans 2 jours, jeudi. Donc, veut demeurer active, Kayla Harrison. Et une belle occasion pour les amateurs de découvrir une fille qui, selon Pat Côté, pourrait bel et bien, et peut-être la seule là, à ce jour qui pourrait donner du fil à retordre à Amanda Nunes. Là. Un jour. À 145 livres, oui. Elle s'est battue juste une fois, une victoire à 145 livres. C'est une violente. Pour vrai, là, elle est dure, elle est technique, championne olympique en judo. Et elle a beaucoup d'attitude. Hein? Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense aussi. C'est le fun. Puis, mais je pense que le temps va manquer. Je pense que Amanda Nunes va prendre sa retraite avant que Kayla Harrison puisse penser faire ses débuts à l'UFC. Si elle veut y aller au UFC, on ne sait pas. Là. Mais on verra bien ce qui fait arriver par la suite. Mais parce que Kayla Harrison, à mon avis, à 145 livres présentement, je ne vois pas grand monde être capable de la battre. Excellent. Donc, si vous avez la chance, c'est à Titan FC 66 ce jeudi, Kayla Harrison en action. Patrick Côté, mon cher ami, je te souhaite de très belles fêtes. Hey Ben, attends un petit peu. Ben, je veux juste dire, je veux juste mentionner qu'on va avoir des combats en 2021 dans Martiaux Mix ici au Québec parce que New Era a finalement reçu sa licence pour faire des galas. Et là, je parle pas de qui s'organise de ça, je parle des combattants. Je parle de enfin, les combattants vont pouvoir se combattre ici au Québec et on va miser sur les talents locaux et les combattants vont arrêter de s'entraîner dans le vide, ils vont avoir une place pour aller combattre. Et ça, je trouve que c'est ça le plus important là-dedans. Que t'aimes ou que t'aimes pas, ceux qui s'occupent de New Era, on s'en balance de ça. L'important, c'est que les combattants ici vont être capables de se faire voir, de compétitionner et de se garder à jour avec le sport d'aujourd'hui. Ça, c'est important. Encore le plan, c'est encore de faire boxe et arts martiaux mix sur les cartes de New Era, Pat? Présentement, je sais qu'ils veulent en faire un conjointement avec le groupe Gym au mois de février ou mars et l'autre d'après, un petit peu plus tard, seulement à arts martiaux mix. Mais oui, je pense que
pense que le processus aimerait bien faire les deux, mais je pense qu'on a assez de combattants ici au Québec. Si on veut monter une carte d'arts martiaux mix au complet, on va être capable de le faire. C'est des gars-là qui se passent dans un ring pour l'instant. On vient comme un peu là, 15 ans de ça, mais ils n'ont pas fermé la porte à ce qu'à un moment donné, il y ait un octogone pour New Era. Suivre donc en 2021, beau cadeau de Noël pour les combattants du Québec. Effectivement, ça manquait. 100% d'accord avec toi. Donc, New Era Fighting Promotion qui fait son arrivée comme un joueur officiel aussi, dans le monde de. D'autres nouvelles aussi. Charles Jourdain, si vous avez des nouvelles, il a mentionné qu'il avait reçu un appel. Il va se battre au mois de mars. On ne sait pas contre qui, on ne sait pas où, mais c'est au mois de mars que Charles Jourdain va faire son retour dans l'octogone. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, effectivement. C'est correct, là? Ouais, je répète. Je souhaite de passer un très joyeux temps des fêtes, entouré de ta famille. Et je vous souhaite également à tout le monde qui nous écoute à la maison de très bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne année. Nous, on se retrouve dans la cage le 12 janvier. On va revenir sur 2020, mettre la table sur 2021. Il y a un gala le 19, le premier gala de 2021 à l'UFC, ce sera le 19, donc on va mettre la table pour ça. Dans la cage, disponible sur toutes les plateformes où vous téléchargez vos balados. Diffusion également disponible en version vidéo sur la page YouTube de RDS et sur le rds.ca dans la zone vidéo. Pat, merci beaucoup, joyeux temps des fêtes. On se retrouve en 2021. Ciao.